Plusieurs pays d'Europe, Angleterre, France, Allemagne et d'Amérique, États-Unis et Canada, s'industrialisent au 19e siècle. Les changements économiques et sociaux de cette période vont transformer en profondeur ces sociétés. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Une société peut s'industrialiser si certaines conditions sont présentes et mises en action. Entre autres, la nécessité d'avoir du capital, c'est-à-dire avoir de l'argent à investir, la capacité de développer des ressources techniques, des usines, des machines, de la technologie, pouvoir compter sur des ressources humaines, c'est-à-dire une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée, et posséder des ressources naturelles que nous pourrons transformer en produits. À la campagne, l'augmentation de la production agricole par les nouvelles connaissances et techniques et la remise en question de la propriété du sol par les enclosures, ce qui est la perte des terres communes pour les paysans, oblige les paysans sans travail à se déplacer vers les usines de la ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. La révolution industrielle va vraiment commencer en Angleterre au milieu du 18e siècle. Il faut dire que l'Angleterre est riche en gisements de charbon, de fer, et ce sont des éléments indispensables pour la fabrication de machines qui serviront dans les usines, notamment les usines de textiles. Donc, on peut dire qu'une meilleure alimentation ainsi qu'une meilleure médecine ont amené une croissance de la population. Cette croissance de la population a amené les gens à se déplacer de la campagne vers la ville. C'est ce qu'on a appelé l'exode rural. L'exode rural provoque deux concepts importants. Le premier, l'urbanisation, qui est l'augmentation et la croissance des villes, et l'industrialisation, qui est la fabrication des produits en usine. C'est une révolution. Eh bien, on passe du mode de production artisanale à un mode de production industrielle. Dans le mode de production artisanale, les biens sont faits à la main, dans des ateliers avec des outils simples. Naturellement, ils coûtent plus cher, ce qui amène une consommation à la baisse puisque les biens durent longtemps. Dans le mode de production industrielle, c'est fait en usine, les biens coûtent moins cher et tout ça pour viser une augmentation de la consommation. Progrès dans l'industrie du textile, industrie très importante qui se développe à cette époque en Angleterre. Avant, on produisait le tissu avec un rouet artisanal. On insistait surtout sur la production de laine. Plus tard, avec la mécanisation du travail, on assiste à l'apparition de la mule-génie mécanisée, invention de Samuel Crompton en 1776, avec une production de coton qui nous provenait de nos colonies, qui sont l'Amérique, l'Australie et les Antilles. La machine à vapeur, perfectionnée par James Watt, va servir de moteur à plein de machines, dont la mule-génie ou le marteau-pilon. C'est ce qu'on appelle la mécanisation. Les machines vont donc être utilisées dans les usines, augmentant considérablement la production. L'Angleterre dispose de capitaux, argent qui va permettre la fabrication de machines et la construction de manufactures pour pouvoir travailler. Elle dispose également de matières premières comme le minerai de fer et le charbon qui permettent aux entreprises de construire et de faire fonctionner les machines nécessaires à la production. Elle dispose également d'une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée. Les conditions de départ pour la révolution industrielle étant réunies, l'Angleterre va très vite s'imposer au niveau économique. On assiste à une croissance rapide des villes comme Birmingham, Liverpool et Manchester. Les paysages urbains est complètement changé en Angleterre. Il y a des quartiers ouvriers situés tout près des usines, où les conditions de vie sont difficiles, où c'est fait de façon très désordonnée, où il n'y a pas de service. Plusieurs personnes dans chaque quartier. Et il y a aussi des quartiers bourgeois, où il y a des espaces verts. Les conditions de vie sont beaucoup plus agréables. Les gens
ont des services et des loisirs. Alors, il faut comprendre que la société est vraiment divisée en deux classes sociales, les ouvriers et les bourgeois. Il n'y a pas de classe moyenne comme aujourd'hui. L'accumulation et l'abondance de capitaux permettent à la bourgeoisie anglaise d'investir dans la construction de manufactures et dans l'achat de machines. La production et la consommation s'accélèrent, le commerce se développe, amenant l'apparition de grands magasins. Propriétaires des usines, souvent riches et instruites, la grande bourgeoisie industrielle domine l'économie et influence les décisions politiques. Sous la grande bourgeoisie, nous retrouvons la petite bourgeoisie, les gens qu'on dit de métier, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les journalistes et médecins. Dans le bas de la pyramide, on retrouve la classe sociale des ouvriers, qu'on appelle également le prolétariat. Les conditions de vie et de travail pénibles que vivent les ouvriers de certains secteurs les amènent à se regrouper et à créer des syndicats pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de travail. Selon le libéralisme économique, l'État doit limiter ses interventions dans l'économie. C'est-à-dire que le gouvernement doit mettre le moins de règlements aux patrons, comme le salaire minimum, pour leur permettre de faire le plus de profit possible qu'ils réinvestiront dans l'économie. Ils auront donc besoin des banques et de la bourse pour financer l'achat de machines et d'usines. Le capitalisme est un système économique qui fonctionne de la manière suivante. Au début de la chaîne, nous retrouvons les entrepreneurs que nous appelons également les actionnaires. Ceux-ci possèdent du capital qui désire investir dans des moyens de production. Quand on dit moyens de production, on parle d'usines, de machines, de ressources naturelles. Il doit en conserver une partie pour payer le salaire de ses ouvriers. Les moyens de production et la force de travail des ouvriers permettent la fabrication d'un produit qu'on appelle la production. Cette production sera vendue, générant ce qu'on appelle des profits. Profit, c'est le revenu de l'entrepreneur, de l'actionnaire. Une partie de ces profits doit être réinvestie dans l'usine pour acheter d'autres moyens de production. On s'aperçoit vite que le capitalisme est un système qui profite seulement aux entrepreneurs, donc les patrons. Les patrons ne partagent pas leurs profits, les salaires n'augmentent jamais et imposent des conditions de travail épouvantables. C'est ce qui a amené les ouvriers à se rassembler pour exiger des meilleures conditions de travail et éventuellement un meilleur salaire. C'est ce qu'on appelle le syndicalisme. Karl Marx, lui, a poussé l'idée plus loin. Il vise l'abolition complète des classes sociales. Selon lui, il ne devrait plus y avoir de patron, tout appartient à l'État. Ce qui veut dire que le médecin et les boueurs reçoivent le même salaire. Le socialisme, c'est une idéologie qui vise à réduire les inégalités entre les riches et les pauvres causées par le capitalisme. Ces nouvelles manières de voir qui remettent en cause le capitalisme et le fonctionnement de la société provoquent de grandes tensions, sans parler de la pression des nouveaux syndicats. On assiste à des émeutes, des manifestations de violence de plus en plus fréquentes. Les gens désirent une plus grande justice sociale. Le gouvernement anglais n'aura d'autre choix que d'intervenir par l'élaboration d'une législation sociale. Les différents secteurs de l'industrie sont interdépendants. Ça veut dire qu'ils ont besoin les uns des autres pour fonctionner. La machine à vapeur sert à pomper l'eau dans la mine. La mine fournit le charbon nécessaire au fonctionnement de la machine à vapeur. La mine fournit le minerai à la fonderie. En échange, la fonderie utilise ce minerai pour fabriquer des outils qui seront utilisés dans la mine. La machine à vapeur sert à actionner le marteau-pilon à la fonderie. C'est à la fonderie qu'on fabrique les différentes pièces de la machine à vapeur. C'est également à la fonderie qu'on fabrique les différentes pièces pour la construction des locomotives. En échange, les locomotives apportent
les différents minerais jusqu'à la fonderie. La locomotive apporte également le charbon nécessaire au fonctionnement de la machine à vapeur, tandis que la machine à vapeur n'est rien de moins que le moteur de la locomotive. La locomotive a également le mandat de transporter le minerai et les travailleurs, tandis que la mine fournit le charbon nécessaire au moteur de la locomotive.